Avril 2025. Une baisse subtile de la lumière d'une étoile rouge peu lumineuse révèle quelque chose d'inhabituel dans les données. Des astronomes signalent une signature biologique potentielle d'un monde situé à plus de 100 années-lumière. Une empreinte spectrale du sulfure de diméthyle dans l'atmosphère de l'exoplanète K218b. Sur Terre, le DMS est un gaz produit presque exclusivement par des formes de vie. Si cette détection est confirmée, il s'agirait de l'indice le plus fort à ce jour d'une activité biologique au-delà de notre système solaire. La nouvelle a fait la une des journaux du monde entier. Le télescope spatial James Webb a-t-il détecté l'odeur chimique de la vie sur une planète lointaine? Dans le silence de l'espace, un nouveau chapitre s'ouvre dans la recherche de la vie. Mais avant de tirer des conclusions, il faut comprendre la scène sur laquelle se déroule ce drame. La planète K218b elle-même. Quel genre de monde pourrait abriter un signal aussi séduisant? Notre voyage commence par la découverte et la nature de cette intrigante exoplanète. K218b est une exoplanète lointaine en orbite autour de l'étoile naine rouge K218. Elle est située à environ 124 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion. Ce monde extraterrestre a été découvert en 2015 par le télescope spatial Kepler de la NASA au cours de sa mission K2, lorsque les astronomes ont remarqué que la planète transite périodiquement autour de son étoile, provoquant de minuscules baisses de luminosité. Les astronomes ont alors remarqué que la planète traversait périodiquement son étoile, provoquant de petites baisses de luminosité. Son rayon est d'environ 2,6 fois celui de la Terre et sa masse d'environ 8,6 masses terrestres. Cela la place dans la catégorie des sous-Neptunes ou des mini-Neptunes. Elle est plus grande que la Terre, mais plus petite que les géantes de glace Uranus et Neptune. Malgré sa taille, la planète orbite dans la zone habitable de son étoile, la région où les températures peuvent permettre l'existence d'eau liquide. Une année sur K218b ne dure qu'environ 33 jours, ce qui est plutôt court, mais grâce à son orbite rapprochée autour d'une étoile peu lumineuse, la planète reçoit à peu près la même quantité de lumière de son soleil rouge que la Terre reçoit de la nôtre. Sa température moyenne est estimée à environ -8 Celsius, ce qui est potentiellement similaire à la Terre en fonction de l'effet de serre. Il convient de noter que K218b s'est distingué très tôt par son emplacement et sa composition. En 2019, grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de la planète. C'était la première fois que de la vapeur d'eau était observée sur une petite exoplanète de la zone habitable. Cette découverte a suscité l'enthousiasme du monde entier. Elle a confirmé que la planète pouvait avoir une atmosphère substantielle contenant de l'eau, un ingrédient clé pour la vie. Cette découverte a fait de K218b une cible de choix pour de nouvelles observations. S'agit-il d'une version agrandie de la Terre ou de quelque chose de plus exotique? Rapidement, tous les éléments indiquent qu'il s'agit d'une toute nouvelle classe de planètes. Ainsi, K218b n'entre pas tout à fait dans les catégories habituelles des planètes rocheuses semblables à la Terre ou des géantes gazeuses. Les scientifiques pensent plutôt qu'elle pourrait appartenir à une classe d'exoplanètes récemment proposée, connue sous le nom de planète Ishin. Le terme Ishin est un portmanteau d'hydrogène et d'océan. Il a été inventé en 2021 par une équipe de l'université de Cambridge pour décrire les planètes couvertes d'océans et enveloppées d'une atmosphère riche en hydrogène. Ces mondes sont plus grands et plus massifs que la Terre, leur rayon pouvant être 2,6 fois supérieur à celui de la Terre et leur masse jusqu'à 10 fois supérieure. Pourtant, ils pourraient encore offrir des conditions de surface tempérées. K218b correspond presque parfaitement à ce profil. Elle a été surnommée la principale planète isique candidate. À quoi pourrait ressembler une planète isique? Le concept décrit un monde avec un océan de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, recouvert d'une atmosphère dominée par l'hydrogène et peut-être l'hélium. Une telle atmosphère est beaucoup plus légère et moins dense que le mélange azote-oxygène de la Terre, ce qui lui permet de s'étendre plus loin dans l'espace. Une épaisse couche d'hydrogène pourrait agir comme une couche isolante, contribuant éventuellement à retenir la chaleur océanique. Les planètes Ishin pourraient être en orbite autour de nombreuses étoiles,
Les astromètres estiment que les sous-Neptunes de cette taille sont extrêmement répandus dans notre galaxie. Pourtant, pendant longtemps, ces planètes de taille moyenne n'ont pas fait l'objet d'études. La situation est en train de changer. Le potentiel de ces planètes incite les astronomes à repenser les limites de l'habitabilité. Selon Nico Madhusedan, astronome à l'université de Cambridge et auteur principal de l'article annonçant la découverte. De telles découvertes soulignent l'importance de prendre en compte divers environnements habitables. Traditionnellement, la recherche de la vie sur les exoplanètes se concentre sur les petites planètes rocheuses. Mais les mondes hystériques de plus grande taille sont beaucoup plus propices à l'observation de l'atmosphère. En d'autres termes, bien que ces planètes ressemblent davantage à de nombreuses Neptunes qu'à la Terre, elles pourraient offrir les meilleures chances de détecter des signes de vie, car leurs atmosphères denses sont plus faciles à sonder à travers des années-lumière. L'idée des planètes Ishin a ouvert de nouvelles possibilités à notre imagination. Mais pour vraiment comprendre la nature de K218b, nous devons étudier sa structure et son atmosphère d'aussi près que les données le permettent. Nous pouvons déduire la structure interne de cette planète à partir de sa taille et de sa densité. Avec une densité d'environ 2768 kg par mètre cube, K218b n'est ni purement rocheuse, ni une géante gazeuse. Les meilleurs modèles suggèrent qu'il s'agit d'un monde en couches. En son centre, il y a probablement un noyau rocheux composé de silicates et de métaux. Au-dessus, la pression force l'eau à prendre des formes exotiques, un manteau de glace à haute pression. Et au-dessus de ce manteau solide, il pourrait y avoir un vaste océan d'eau liquide si les conditions sont réunies. Le tout est entouré d'une atmosphère dense, riche en hydrogène et peut-être en hélium. En fait, K218b pourrait être un monde océanique sans terre, une planète aux mers globales sous un ciel épais dominé par l'hydrogène. L'existence ou non d'un océan liquide sur cette planète dépend de l'épaisseur de l'atmosphère d'hydrogène. Si l'atmosphère est trop épaisse, l'eau qui se trouve en dessous sera soumise à une pression et une chaleur écrasantes, formant éventuellement un fluide supercritique qui n'est ni un véritable liquide ni un gaz, mais un environnement probablement hostile à la vie. En revanche, si la couche d'hydrogène est relativement modeste, la couche d'eau pourrait maintenir des conditions plus proches de celles de la Terre, favorables à la vie. Cette question a été débattue au cours des premières étapes de la recherche. Les premières estimations suggèrent que l'eau sur K218b pouvait exister dans un état supercritique chaud, sans surface océanique distincte. Cependant, des analyses ultérieures, notamment à l'aide des nouvelles données du JWST, ont indiqué que l'atmosphère n'était peut-être pas trop dense. Certains signes indiquent la présence d'une véritable interface océan-atmosphère. En d'autres termes, un véritable océan d'eau liquide sous le gaz. L'un de ces signes est l'absence d'ammoniac. La présence d'ammoniac est attendue dans une atmosphère riche en hydrogène, à moins qu'il n'ait un endroit où aller. Un océan liquide serait le puits idéal pour l'ammoniac qui se dissout facilement dans l'eau. Le JWST a détecté du méthane et du CO2 dans l'air sur K218b, mais peu d'ammoniac, ce qui confirme l'hypothèse de l'existence d'un océan d'eau sous l'atmosphère riche en hydrogène. Si l'océan existe, il peut être très profond, beaucoup plus profond que n'importe quel océan sur Terre, et peut être chaud en fonction du réchauffement de l'intérieur de la planète et de l'atmosphère. L'océan peut être caché sous d'épais nuages, là où l'air humide riche en hydrogène rencontre les couches plus froides de l'espace. Comme nous l'avons mentionné précédemment, sous cet océan, la pression finirait par faire geler l'eau en glace, empêchant ainsi tout contact direct entre l'eau et le noyau rocheux. Cela a des implications pour la vie. Sans circulation minérale au fond de l'océan en raison de la couche de glace, les nutriments pourraient être limités, ce qui constituerait un défi pour toute activité biologique. Néanmoins, la vie dans un tel monde pourrait ressembler aux extrémophiles des profondeurs de la Terre, tirant leur énergie de gradients chimiques ou d'une faible lumière stellaire filtrée venant d'en haut. Toutefois, ces idées restent pour l'instant au stade de la spéculation. Ce que nous savons provient principalement d'une source, le télescope spatial James Webb, qui a pu renifler l'air de K1218b et en déterminer la composition. C'est sur ce point que nous allons nous concentrer. Pour découvrir les secrets atmosphériques de ce monde lointain, les scientifiques se tournent vers le JWST, détectant ces empreintes moléculaires dans les atmosphères lointaines. En 2023,
le JWST a observé K1218b alors qu'elle passait devant son étoile à l'aide de l'imageur et du spectrographe sans fente dans le proche infrarouge et du spectrographe dans le proche infrarouge. Voici comment cela fonctionne. Chaque fois que K218b passe devant son étoile, tous les 32,9 jours, une infime partie de la lumière de l'étoile filtre à travers l'atmosphère de la planète. Les molécules de cette atmosphère absorbent des longueurs d'onde spécifiques de la lumière, laissant des lignes sombres ou des caractéristiques dans le spectre. En divisant la lumière des étoiles en un arc-en-ciel et en analysant les parties manquantes, Webb peut identifier les ingrédients chimiques de l'air. C'est comme lire le code-barre chimique de la planète. Cette méthode de spectroscopie de transit utilisée par Hubble pour détecter la présence de vapeur d'eau sur K218b est maintenant employée par le JWST qui a une sensibilité beaucoup plus élevée et une gamme de longueurs d'onde plus large. Les observations de ce télescope spatial n'ont pas déçu. Dans le spectre infrarouge de l'atmosphère, des signes évidents de molécules contenant du carbone ont été trouvés. Plus précisément, James Webb a définitivement détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans l'air. Ces résultats, annoncés fin 2023, constituent la première preuve solide de la composition de l'atmosphère d'une planète subneptunienne située dans la zone habitable. Plusieurs gammes de longueurs d'onde contiennent du méthane, d'autres du CO2, ce qui indique une atmosphère riche en hydrogène contenant ces gaz. La vapeur d'eau devrait également être présente, bien que les détails spectraux suggèrent que si elle existe, c'est en petite quantité dans la haute atmosphère ou peut-être sous la forme de nuages de haute altitude. Notamment, comme mentionné précédemment, l'ammoniac était largement absent, ce qui, combiné au méthane et au CO2, renforce l'hypothèse. K218b pourrait bien être un monde de hyènes avec un océan en dessous. Les scientifiques ont créé une carte du spectre de transmission de l'atmosphère de la planète, montrant combien la lumière des étoiles est absorbée à différentes longueurs d'onde. La ligne bleue représente le modèle qui correspond le mieux aux données du JWST. Les caractéristiques d'absorption les plus marquées indiquent la présence de méthane. Les zones marquées en violet, rouge et vert mettent en évidence les signatures de ces molécules, avec un segment intrigant autour de 3,3 microns, indiquant la présence de sulfure de diméthyle ou DMS. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons ce que cela signifie. Dans ce spectre, les scientifiques ont remarqué une caractéristique particulière, un pic d'absorption qui ne correspond à aucune molécule censée apparaître dans les atmosphères subnunales standards, à l'exception d'une seule. Lorsqu'ils ont exécuté des modèles atmosphériques, les données ont montré une tentative de correspondance avec la présence de sulfure de diméthyle à certaines longueurs d'onde. L'équipe a indiqué qu'il s'agissait d'une détection possible de DMS, mais avec un faible degré de confiance. Nous reviendrons sur cette mise en garde dans quelques instants. Néanmoins, cela a suffi à susciter un intérêt accru, car sur Terre, le DMS est étroitement lié au processus de la vie. Ainsi, les données du JWST couvrant les longueurs d'onde d'environ 1 à 5 microns ont permis de dépeindre K218b comme un monde riche en hydrogène contenant du méthane, du CO2 et peut-être même une molécule qui, sur notre planète, est associée à la vie. Il s'agit d'un événement marquant. C'est la première fois qu'une telle combinaison est détectée sur une planète située dans la zone habitable d'une étoile. Voici donc ce que nous avons. Le JWST a détecté une atmosphère qui pourrait correspondre à une planète océanique potentiellement habitable. Le méthane et le dioxyde de carbone sont abondants, l'ammoniac est rare. Et de façon inattendue, il y a un soupçon de sulfure de diméthyle. Ces indicateurs suggèrent que l'atmosphère pourrait être en contact avec un océan et peut être influencée par une activité biologique. Mais cette version de l'histoire est-elle convaincante? L'étape suivante consiste à comprendre pourquoi le DMS est si important et pourquoi les scientifiques abordent ce résultat avec prudence. La raison pour laquelle le sulfure de diméthyle a suscité un tel émoi est ce qu'il représente ici sur Terre. On sait que sur notre planète, le DMS est presque entièrement produit par la vie. Il s'agit d'un gaz piquant contenant du soufre, souvent associé à l'odeur de la mer, à un léger arôme de chou ou à une brise océanique perceptible à proximité de plancton en fleurs. Dans les océans de la Terre, le plancton marin microscopique, en particulier certaines espèces de phytoplancton et de bactéries, synthétise un composé appelé DMSP, qu'il utilise pour réguler ses cellules.
Lorsque ces organismes meurent ou consomment de la nourriture, la DMSP se décompose et libère le gaz DMS. Par conséquent, la majeure partie du DMS présent dans l'atmosphère terrestre provient du phytoplancton marin. Il n'existe pratiquement pas de sources abiotiques non biologiques importantes qui émettent ce gaz dans l'air en grande quantité. Les volcans et les cheminées hydrothermales, par exemple, émettent divers composés sulfurés, mais peu de sulfure de diméthyle. Par conséquent, sur Terre, si vous détectez du DMS, vous détectez essentiellement des signes de vie. C'est pourquoi le DMS a été proposé comme gaz de signature biologique potentiel pour les exoplanètes. C'est un peu comme si vous tombiez sur la fumée d'un feu de camp dans une forêt. On soupçonnerait immédiatement la présence de quelqu'un, car les feux s'allument rarement d'eux-mêmes. De plus, ce gaz est de courte durée dans l'atmosphère. Sur Terre, la molécule se décompose sous l'effet de la lumière du Soleil et sa durée de vie varie entre quelques jours et quelques années. Cela signifie qu'une source active continue est nécessaire pour maintenir une concentration notable de DMS. Si K218b contient réellement ce composé en quantité détectable, cela implique que quelque chose sur la planète émet régulièrement ce gaz. Pour les astrobiologistes, cette chose pourrait très bien être la biologie, une biosphère extraterrestre dans un océan hypothétique. Il est également important de noter que le méthane, également présent sur K218b, est souvent considéré comme une signature biologique à part entière lorsqu'il est détecté en même temps que le CO2. En l'absence de grandes quantités de monoxyde de carbone sur Terre, le méthane peut être produit par des microbes. Dans le cas d'une exoplanète, le méthane pourrait également se former de manière abiotique, par exemple par des réactions hydrothermales ou lors de la formation initiale de la planète. Il ne s'agit donc pas d'une preuve irréfutable en soi. Toutefois, le fait que le méthane et le dioxyde de carbone soient combinés sans ammoniac est intriguant. Certains chercheurs estiment qu'il est difficile de maintenir cette combinaison sans source biologique, car le méthane a tendance à se décomposer par photochimie, à moins qu'il n'y ait une puissante source de réapprovisionnement, ce que peut être la vie. Si l'on ajoute à cela la détection provisoire de DMS, on obtient un argument potentiellement convaincant en faveur de l'existence d'une source biologique. Cependant, les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. À ce stade, la présence de sulfure de diméthyle est loin d'être confirmée, et les scientifiques l'abordent avec une bonne dose de scepticisme. Voyons pourquoi la prudence est de mise, et pourquoi d'autres explications et défis doivent être envisagés. Le battage médiatique autour de la détection possible du DMS est tempéré par le fait que les preuves ne sont pas encore concluantes. Selon les chercheurs eux-mêmes, le signal provenant des données du JWST a une faible signification statistique, environ 3 sigma, ce qui signifie qu'il y a environ 0,3% de chances que le signal ne soit que du bruit. En termes scientifiques, 3 sigma sont considérés comme provisoires, alors que l'étalon or pour les découvertes est généralement 5 sigma, ce qui équivaut à une probabilité quasi nulle. Dans une note explicative accompagnant l'article de Nature consacré à cette découverte, d'autres astronomes soulignent que l'équipe a vraiment repoussé les limites de ce que le JWST peut faire avec cette détection. Les données d'observation des exoplanètes sont extrêmement complexes. Nous recherchons de minuscules caractéristiques d'absorption enfouies dans le bruit d'un signal très faible. La lumière d'une étoile traversant un mince anneau d'atmosphère autour d'une planète lointaine. Le bruit instrumental, le choix des méthodes de traitement des données et l'activité stellaire peuvent s'imprimer sur les signaux de manière à imiter les signatures moléculaires réelles ou à les masquer. En fait, une nouvelle analyse indépendante de l'ensemble des données JWST de 2023 par un autre groupe n'a trouvé aucun signe significatif de DMS ou d'autres gaz biosignatures, ce qui suggère que l'indice initial pourrait avoir été un artefact statistique. Ces scientifiques décrivent le spectre comme plutôt bruyant et avertissent que ce qu'une équipe voit comme une caractéristique spectrale pourrait tout aussi bien être des fluctuations de bruit aléatoires. Autre point important, les données du JWST indiquent la présence de DMS ou d'une molécule apparentée appelée dulfure de diméthyle ou DMDS. Le DMDS a une empreinte spectrale similaire dans certaines gammes de longueur d'onde et peut se former par des réactions chimiques dans une atmosphère contenant du DMS. Par exemple, le sulfure de diméthyle peut s'oxyder ou se lier pour former du DMDS.
Par conséquent, la détection peut être une combinaison de ces composés contenant du soufre. S'il s'agit de DMDS, l'interprétation biologique peut être légèrement modifiée. Cette molécule peut également être produite par la vie sur Terre, comme l'émettent certaines plantes et certains microbes. Mais elle peut aussi être produite de manière abiotique par la photochimie impliquant d'autres espèces de soufre. Les données actuelles ne permettent pas de faire une distinction claire. Peut-être plus important encore, nous devons envisager des explications abiotiques pour le sulfure de diméthyle, qui pourrait en effet exister sur une exoplanète. Des expériences de laboratoire et des modélisations ont montré que certains processus chimiques peuvent générer du DMS de manière abiotique. Par exemple, des chercheurs ont démontré que des composés organiques exposés à des radiations de haute énergie, dans des conditions ressemblant à une atmosphère primitive ou à un environnement cométaire, peuvent former de petites molécules d'organosoufre. Fait remarquable, en 2024, une équipe de l'université de Bern, en Suisse, a découvert le DMS et la comète 67P Churyumov-Gerasimenko que la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne poursuivait depuis 2 ans, recueillant des échantillons directs du nuage de poussière et de gaz libérés par le rocher glacé. Les comètes sont des corps glacés sans vie. Pourtant, le sulfure de diéthyle a été identifié comme faisant partie de leurs émissions chimiques. Cela prouve que ce composé n'est pas exclusivement biologique. En outre, il faut reconnaître la complexité de l'activité stellaire. L'étoile haute de K218b est une naine rouge active, sujette à des éruptions et à des taches. Les éruptions stellaires peuvent créer un rayonnement ultraviolet qui modifie la chimie de l'atmosphère, pouvant décomposer rapidement des molécules comme le méthane ou le DMS, ou au contraire, générer de faux signaux d'autres molécules. Les taches stellaires, régions plus froides et plus sombres à la surface d'une étoile, peuvent provoquer des anomalies dans la spectrométrie de transit. Si la planète traverse une région tachetée de l'étoile, le spectre de la lumière de l'étoile peut changer d'une manière qui n'a rien à voir avec l'atmosphère de la planète, ce qui entraîne de fausses détections. L'analyse des données de James Webb tente de tenir compte de ces effets, mais elle n'est pas simple. Tant que nous n'aurons pas obtenu d'autres observations de transit, et, idéalement, des confirmations provenant d'instruments ou de télescopes entièrement différents, le résultat reste provisoire. Les prochaines années de recherche détermineront si ce murmure devient un signal clair de vie, ou s'il disparaît comme une anomalie intrigante. En attendant, il est essentiel de comprendre l'étoile K218 elle-même, sa fréquence d'éruption, son spectre, son âge, car l'étoile influe considérablement sur l'habitabilité de la planète et sur la manière dont nous interprétons les données la concernant. Pour l'instant, les scientifiques examinent les données et planifient de nouvelles observations pour confirmer la composition de l'atmosphère, tout en se tournant vers la prochaine génération de télescopes qui nous permettra d'étudier ce monde et d'autres comme lui de manière plus approfondie. Dans les décennies à venir, des observatoires encore plus puissants sont prévus qui pourront transformer cette conclusion préliminaire en une confirmation concrète, voire découvrir des signatures biologiques entièrement nouvelles. Les scientifiques développent notamment des missions telles que LUVOIR et ABEX, 2 télescopes spatiaux phares conceptuels proposés par la NASA pour la période postérieure à 2035. Ces futurs télescopes dépasseront même le JWST en termes de capacité. Par exemple, LUVOIR envisage un télescope dont le miroir primaire aurait un diamètre de 16 mètres. À titre de comparaison, le James Webb a actuellement un diamètre de 7 mètres. Avec une zone de collecte de lumière aussi vaste et des instruments aussi avancés, LUVOIR sera en mesure d'imager directement les exoplanètes et d'obtenir des spectres extrêmement détaillés. ABEX est également conçu comme un observatoire spécialisé dans la chasse aux planètes, équipé d'un abat-jour. Il s'agit d'un grand écran occultant qui volera en formation à des dizaines de milliers de kilomètres devant le télescope pour bloquer la lumière des étoiles et permettre de voir les faibles lueurs des planètes proches. Les 2 concepts ont un objectif commun: trouver et étudier des planètes potentiellement habitables de la taille de la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil ou plus petites, et examiner leur atmosphère pour y déceler des signes de vie. Que pour faire de tels télescopes pour K218b et d'autres mondes similaires? Tout d'abord, ils pourraient effectuer une spectroscopie de transit plus sensible avec un miroir plusieurs fois plus grand que celui du JWST,
Un télescope de type LUVOIR pourrait recueillir beaucoup plus de photons lors de chaque transit d'une exoplanète, ce qui améliorerait considérablement le rapport signal-bruit du spectre. Que le JWST ne peut pas atteindre, l'UFOA pourrait confirmer la présence de DMS ou l'exclure avec certitude. En outre, une mission pourrait couvrir une gamme plus large de longueurs d'onde, allant jusqu'à l'ultraviolet et plus profondément dans l'infrarouge, que le JWST ne peut pas atteindre. Cela permettrait de détecter d'autres signatures biologiques ou indicateurs atmosphériques potentiels. Par exemple, l'UVOA pourrait rechercher des substances telles que l'ozone dans l'ultraviolet, ou détecter la brume organique, ou d'autres composés à des longueurs d'onde plus courtes. Il est important de noter que les futurs télescopes ne se limiteront pas au transit. Ils pourraient être capables de prendre des images directes de certaines exoplanètes. Actuellement, K1218b orbite très près d'une étoile relativement peu lumineuse, ce qui rend l'imagerie directe difficile. Capter sa lumière séparément des étoiles peut s'avérer impossible, même avec un miroir de 16 mètres. Cependant, l'observation directe de l'émission thermique pourrait être possible. Un grand télescope infrarouge pourrait détecter la lueur du côté jour de la planète lorsqu'elle passe derrière son étoile. Cela permettrait de mesurer la composition de l'atmosphère et même de cartographier les températures. Outre LAVOIS et ABEX, d'autres missions apporteront leur contribution. La mission aérienne de l'ESA, dont le lancement est prévu en 2029, étudiera l'atmosphère de centaines d'exoplanètes, y compris des candidates comme K218b, mais dans des longueurs d'onde plus courtes et avec une sensibilité moindre que celle de James Webb. Néanmoins, Ariel sera en mesure d'affiner les mesures des gaz connus sur K218b et de détecter d'éventuelles fluctuations. Dans l'ensemble, la prochaine génération de télescopes, tant dans l'espace que sur Terre, offrira une meilleure focalisation et une vision plus large. Il est important de noter que ces missions n'observeront pas K218b de manière isolée. Elles étudieront un large éventail d'exoplanètes de taille et de température similaires. Si par exemple, on trouve du DMS sur plusieurs planètes de type ISIC, cela renforcerait l'idée qu'il se passe quelque chose d'universel, peut-être biologique. Si le composé n'est détecté qu'ici et nulle part ailleurs, cela pourrait signifier que K218b est unique ou que la découverte initiale n'était qu'un coup de chance. Quoi qu'il en soit, ce monde est devenu une référence pour la science des exoplanètes à venir. Cette saga marque un tournant dans notre recherche de la vie extraterrestre. Pendant des décennies, le mantra dominant était de trouver la prochaine Terre, une jumelle de notre monde avec une taille, une orbite et un type d'étoile similaire. K218b ne ressemble pas à la Terre au sens traditionnel du terme. Elle est beaucoup plus grande, n'a probablement pas de terre et orbite autour d'un type d'étoile très différent. Ce faisant, elle a élargi l'éventail des mondes que les astrobiologistes considèrent comme prometteurs. Essentiellement, la plus grande contribution de ce monde lointain à ce jour est d'élargir l'éventail des questions que nous nous posons sur la vie dans l'univers. Il a montré que notre recherche ne peut pas être unidimensionnelle. Nous devons ratisser large des planètes rocheuses autour d'étoiles semblables au Soleil aux nombreuses Neptunes autour de naines rouges, des signatures biologiques comme l'oxygène et l'ozone à des substances plus exotiques. Imaginez, dans un siècle ou plus, une sonde interstellaire lancée de la Terre, équipée d'une intelligence artificielle avancée et d'instruments qui entreprendrait un long voyage vers ce monde lointain. À l'approche du système K218, les caméras de la sonde captent un orbe bleu éclairé par la lumière rousse d'une étoile naine, confirmant les soupçons de nos télescopes. Elle y voit une planète enveloppée d'épais nuages sous lesquels se trouve un vaste océan. À son arrivée, la sonde peut descendre à travers l'atmosphère dense, sautant en parachute dans un ciel peint en pêche par la lumière rouge des étoiles, filtrant à travers une brume d'hydrogène. Elle traverse les couches nuageuses, prélevant directement des échantillons de leur composition. Des vents violents, bien plus forts que ceux de la Terre, peuvent s'abattre sur la capsule, mais celle-ci finit par atteindre un vaste océan extraterrestre qui s'étend jusqu'à l'horizon dans toutes les directions, sombre et sans fin. Au-dessus de nous, l'étoile locale croît faiblement, une braise rouge fumante 2 fois plus petite que notre Soleil, jetant une lueur cuivrée sur la crête des vagues. En s'enfonçant dans l'eau, le robot explorateur trouve un microbe provenant de cet océan extraterrestre,
confirmant ainsi que nous ne sommes pas seuls. Cependant, une telle mission dépasse de loin nos capacités actuelles. La distance de 124 années-lumière est stupéfiante avec les systèmes de propulsion actuels. Et pour l'instant, nous restons des observateurs distants, décodant de faibles spectres et affinant nos théories. Transit par transit, spectre par spectre, nous nous rapprochons de la compréhension de ce monde. Et jusqu'à ce que nous puissions envoyer une sonde lointaine, nos télescopes vigilants continueront à écouter son murmure. Lorsque la vie parle, même depuis un monde océanique lointain, nous l'entendons. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.